Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des cancers de la prostate et la place de la kinésithérapie dans la prise en charge de cette maladie. Alors, le cancer de la prostate provient des proliférations anarchiques des cellules prostatiques et le plus souvent, dans 80 à 85% des cas, il s'agit d'un adénocarcinome. Il reste longtemps asymptomatique dans la phase initiale. Il n'y a plus de symptômes, le patient ne sent ni douleur ni rien du tout, mais une prise de sang détecte une augmentation de la PSA. La PSA, ça veut dire prostate spécifique antigène. C'est une protéine qui est fabriquée par la prostate et qui fluidifie le sperme et favorise le déplacement du spermatozoïde. Donc, un taux élevé de cette protéine dans le sang confirme peut-être le diagnostic. Il y a une grande probabilité d'avoir un cancer de la prostate. Quoi d'autre? Lorsque la maladie dépasse le stade initial, on remarque l'installation des troubles urinaires. Et cela, bien sûr, est dû le plus souvent à une hypertrophie de la prostate. Dans le stade gravataire, le stade avancé, le stade métastatique, le patient commence à sentir des douleurs qui sont intenses, des douleurs osseuses, et particulièrement au niveau des rachis, au niveau des bassins et au niveau des membres inférieurs. Pour le traitement, brièvement, normalement, le médecin traitant choisit le traitement selon plusieurs facteurs. On a l'âge des patients, son état général, est-ce qu'il suit un régime alimentaire, est-ce qu'il prend un médicament contre une maladie chronique, par exemple. Parmi les facteurs aussi, c'est la taille de la tumeur, aussi le stade de la maladie. Donc, ce sont des facteurs qui doivent être pris en considération pour choisir le meilleur traitement. On a le traitement curatif, qui oriente vers une guérison définitive et qui repose sur le traitement conservateur. On a la radiothérapie, on a ça veut dire les ultrasons focalisés, etc. On a aussi la chirurgie. Lorsque la tumeur dépasse les limites de la prostate, on fait appel au traitement palliatif. Le traitement palliatif qui a pour objectif de retarder l'évolution défavorable de la maladie et éviter les complications, éviter le maximum les complications qui peuvent arriver par la suite. Il y a aussi la chirurgie, bien sûr. La chirurgie est destinée aux patients qui portent un cancer qui est localisé au niveau de la prostate. Ce type de patient peut subir une prostatectomie radicale pour éradiquer carrément la tumeur, mais bien sûr, il y a des complications de la chirurgie, des complications immédiates à court terme et des complications à long terme. Par exemple, on peut avoir un hématome qui s'installe au niveau de la plaie et qui peut évoluer vers une infection cutanée au niveau de la cicatrice. Il y a aussi un grand risque de phlébite qui doit être traité par des anticoagulants. Il y a aussi, parmi les complications, l'installation de lymphoedème au niveau des membres inférieurs. Il y a aussi des complications fonctionnelles, bien sûr, comme l'incontinence urinaire et les troubles sphinctériens, etc. Alors, on passe brièvement à ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la rééducation. La rééducation est omniprésente. Le médecin traitant doit prescrire la rééducation dans toutes les phases de la maladie. Et la kinésithérapie est intégrée dans tous les traitements, soit traitement curatif, soit palliatif, soit chirurgical. La kinésithérapie a une place importante dans tous les traitements et dans toutes les phases de la maladie. On peut parler de trois parties. On a la rééducation comportementale, c'est la première partie. La rééducation comportementale qui consiste à demander au patient d'effectuer des mictions dans des intervalles bien déterminés, selon son état. Est-ce qu'il s'agit d'une hyperactivité de la vessie ou bien une hyperesthésie de la vessie? Par exemple, s'il s'agit d'une hyperesthésie vésicale, on va lui demander de faire
des mictions selon des intervalles bien précis, ça veut dire on va chercher à augmenter ou bien améliorer la polachérie en augmentant les intervalles mictionnels. Il y a aussi la deuxième partie, c'est le renforcement du plancher pelvien. Ça, c'est très important, très intéressant. Le plancher pelvien, normalement, il est constitué de deux muscles principaux. On a l'élévateur de l'anis et on a le muscle coccygien. Et ces deux muscles forment une couche, forment un diaphragme, soi-disant, sur lequel s'installe ou bien sur lequel reposent les organes pelviens, tout simplement. Alors, pour renforcer ces muscles, il faut d'abord respecter quelques principes. Le premier principe, c'est que le patient doit être actif. Actif. C'est pas question actif, ça veut dire il va faire des exercices lui seul. Déjà, les exercices sont actifs. Mais lorsque je dis actif, je veux dire actif mentalement. Ça veut dire qu'il doit être conscient, il doit être concentré, il doit être bien concentré. Plus le patient est concentré, plus ça veut dire les séances vont être efficaces et le résultat va être satisfaisant. Alors, aussi parmi les principes, c'est qu'on doit contrôler le patient pour ne pas compenser avec le ventre. Ça veut dire, il doit compenser par le ventre. Ça veut dire qu'il ne faut pas serrer le ventre. Et aussi, il faut commencer, de préférence, commencer par la position de décubitus dorsal. Par la suite, on passe aux autres positions. Alors, pour renforcer les muscles des planchers pelviens, on met en œuvre le protocole de Kegel. Le protocole de Kegel, ou bien les exercices de Kegel, qui sont basés sur trois méthodes. On a la méthode de force, on a la méthode de vitesse, on a la méthode d'endurance. C'est très facile. Je vais essayer d'expliquer l'exercice et vous allez imaginer le patient devant vous. On commence par la force, la méthode de force. Le patient, il est en décubitus dorsal sur la table, en décubitus dorsal, et on lui demande d'inspirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Le deuxième temps, au cours de l'expiration, on lui demande de contracter les muscles pelviens ou bien les muscles du plancher pelvien. Comment il va les renforcer? C'est facile. On va lui demander de retenir les urines. Comme quelqu'un qui a envie d'uriner, et on va lui dire arrête d'uriner. Il va essayer de retenir les urines pour ne pas uriner. Il va forcer sur le sphincter urétral pour ne pas uriner. Donc, lorsqu'il va retenir ses urines, en ce moment, il va contracter les muscles des planchers pelviens. Donc, en décubitus dorsal, au cours de l'expiration, on va lui dire de retenir ses urines pour renforcer le périnée et les autres muscles du plancher pelvien. Et troisième point, c'est qu'on va lui dire de garder cette contraction durant toute la durée d'expiration. On va par exemple fixer la durée d'expiration parce que l'inspiration va être profonde et l'expiration va être profonde. Ça veut dire qu'il faut expirer tout doucement. Et il va garder les muscles en contraction durant toute la période ou bien durant toute la durée d'expiration. On va fixer la durée dans 10 secondes par exemple. 10 secondes, ça veut dire que le patient doit garder la contraction durant 10 secondes. Alors après, lorsqu'il va rester 10 secondes, on va lui demander d'inspirer profondément et relâcher. Il va relâcher les muscles. Et le quatrième temps, bien le cinquième temps, il va faire un temps de repos, une pause. Et le temps de repos doit être 2 fois plus long que la durée de contraction. On a fixé la durée de contraction dans 10 secondes, donc la période de repos doit être 20 secondes, doit être 2 fois plus long que la durée de contraction. Et après le temps de repos, il va refaire l'exercice 10 fois.
Il va faire première fois, deuxième fois, jusqu'à 10 fois. Ça, c'est le protocole de Kegel selon la méthode de force. Pour la deuxième méthode, c'est la méthode de vitesse. C'est le même principe, toujours la position en décubitus dorsal. Le même principe, où est-ce qu'il y a le changement? Le changement va être dans la durée de contraction. Lorsqu'on dit le patient inspire profondément par le nez, expire par la bouche, on ne va pas dire inspirer profondément, mais il va inspirer rapidement, expirer rapidement. Et au cours de l'expiration, il va contracter les muscles du plancher pelvien, il va les contracter rapidement, il va relâcher rapidement. Un clin d'œil. Contracter, relâcher, contracter, relâcher. Parce que cet exercice, c'est pour cette raison on a dit vitesse, méthode de vitesse. Parce qu'on cherche comme objectif d'apprendre aux patients de retenir ses urines rapidement, à l'improviste. D'accord? Pour essayer d'habituer le sphincter de retenir les urines à l'improviste. Donc il va faire l'exercice, il va contracter rapidement et relâcher rapidement, contracter rapidement 10 fois. Il va faire l'exercice 10 fois, contracter, relâcher rapidement. Ça veut dire un clin d'œil. Et par la suite, il va faire un temps de repos et il va refaire l'exercice 3 fois. Alors, ou bien 10 fois, selon, on commence par 3 fois, puis 4 fois jusqu'à 10 fois. Alors, quoi d'autre? Pour la troisième méthode, c'est la méthode d'endurance. C'est presque comme la première méthode. Le patient il est en décubitus dorsal, hein, et on va lui demander d'inspirer profondément, expirer profondément, inspirer par le nez, expirer par la bouche, et au cours de l'expiration, on va lui dire contractez vos muscles des planchers pelviens. Et la contraction doit être pendant une longue durée. Ça veut dire la plus longue durée possible. Par exemple, on va choisir 30 secondes. Et s'il arrive à dépasser 30 secondes, c'est mieux. 30 secondes, 40 secondes. Après, il va inspirer profondément et relâcher les muscles. Et il va faire un temps de repos qui doit être, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, 2 fois plus long que la durée de contraction. Ça veut dire, si on a dit 30 secondes pour la contraction des planchers pelviens, alors le temps de repos va être 60 secondes. Si on a dit 40 secondes de contraction, le temps de repos va être 80 secondes. Et il va refaire l'exercice aussi. Au début, il va refaire 3 fois, puis la deuxième fois, il va refaire 4 fois, etc. Selon sa capacité à supporter et progressivement, il va être capable de renforcer ses muscles et d'être capable de retenir ses urines. Et cela, bien sûr, va traiter progressivement, il va traiter les troubles sphinctériens. Donc, c'est ça en général l'exercice de Kegel. Et dans toutes les positions. On commence par la position de décubitus dorsal, comme j'ai déjà dit, et par la suite, on passe à la position assise, à l'accroupissement et à la position debout. On va essayer de faire cet exercice dans toutes les positions et toutes les situations possibles. Donc, c'est ça en général le plancher pelvien. Il ne faut pas aussi oublier la troisième partie qui est le biofeedback. Le biofeedback qui est très intéressant, qui peut être établi pour traiter les troubles périano-sphinctériens, mais aussi on l'utilise pour effectuer des bilans et pour traiter les atteintes musculo-squelettiques, les atteintes neurologiques, aussi pour la sédation de la douleur.